En 1998, Bill Gates faisait la une des journaux et Google venait à peine de naître. Pendant ce temps, à Shenzhen, un ingénieur lançait un simple service de messagerie baptisé OICQ. À l'époque, personne n'y prêta vraiment attention. Et pourtant, ce service allait devenir Tencent, une entreprise aujourd'hui plus valorisée que Facebook, utilisée par pratiquement toute la population chinoise. Voici l'histoire de Pony Ma, le fondateur discret qui a bâti un empire technologique dans l'ombre des projecteurs. Son entreprise contrôle désormais la manière dont les Chinois communiquent, se divertissent, paient et vivent leur quotidien. Alors que la tech américaine suivait une voie bien à elle, Pony Ma empruntait un autre chemin. Et si l'un des patrons les plus puissants de la tech mondiale n'était au départ qu'un enfant réservé, issu d'une petite ville côtière, avant de bâtir une entreprise utilisée par 1 milliard de personnes, Ma Huateng, dit Pony Ma, n'était qu'un garçon de Shantou, curieux et observateur. Né en 1971 dans la province du Guangdong, il a grandi à une époque où la Chine commençait tout juste à se transformer. Shantou, loin des grandes villes, n'offrait aucun accès facile aux ordinateurs ou aux cours de programmation. Dans les années 70, la technologie était rare en Chine. Mais la curiosité, elle, était gratuite. Son père travaillait dans un port, offrant à la famille une certaine stabilité, mais sans aucun lien avec le monde technologique qui émergeait ailleurs. Pony Ma, lui, observait en silence, apprenait seul, au point que son surnom Pony venait justement de cette capacité à analyser discrètement. Quand sa famille déménage à Shenzhen au milieu des années 80, elle entre dans une ville en pleine métamorphose. Ancien village de pêcheurs, Shenzhen devenait le symbole des nouvelles ambitions économiques de la Chine. Pendant que la ville explosait, l'adolescent Ma suivait un parcours classique. Il étudia l'informatique à l'université de Shenzhen. Ses camarades se souviennent d'un étudiant calme, méticuleux, très loin de l'image flamboyante des leaders de la Silicon Valley. Tandis que l'Amérique transformait ses fondateurs en stars, Pony Ma, lui, préférait apprendre en silence les compétences techniques qu'il allait bientôt mettre à profit pour construire un empire. Après l'université, rien ne laissait présager le destin de Pony Ma. Son premier emploi se déroule dans des entreprises de télécommunications, à des postes techniques et de support. Il y découvre le fonctionnement des réseaux de communication, de l'intérieur. À la fin des années 1990, l'Internet commence à se développer, mais il reste principalement conçu pour un public occidental. Les utilisateurs chinois, eux, ont besoin de solutions adaptées à leur langue et à leur culture. C'est à cette époque que Ma découvre ICQ, le premier service de messagerie populaire, lancé par une entreprise israélienne. ICQ révolutionnait la manière dont les gens communiquaient en ligne. Mais pour Ma, c'était clair, ce système ne convenait pas aux utilisateurs chinois. Alors que Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, devenait une figure publique incontournable avec son charisme éclatant, Pony Ma faisait tout l'inverse. Il fuyait les projecteurs, parlait rarement aux médias et se concentrait uniquement sur la conception de ses produits, pas sur la gloire. Comme toutes les grandes entreprises tech, Tencent a connu un moment où tout aurait pu s'effondrer. En 1998, Pony Ma fonde une entreprise internet avec 3 amis, dans un minuscule bureau à Shenzhen. Leur budget ? 120 000 $, empruntés à leurs familles et leurs amis. C'était en pleine crise financière asiatique, une période où les entreprises fermaient et les investisseurs prenaient peur. Mais là où d'autres voyaient un risque, Ma voyait une opportunité. Les 4 fondateurs, Ma Huateng, Zhang Jidong, Xu Chenye et Chen Yidan, avaient des profils techniques, mais aucune expérience en gestion d'entreprise. Ils évoluaient dans un paysage technologique chinois encore balbutiant. Leur premier produit illustrait à la fois leur ingéniosité et leurs limites. OICQ, une version chinoise de l'outil ICQ. L'idée était simple, mais efficace. Les utilisateurs chinois voulaient discuter en ligne, mais ICQ n'était pas conçu pour eux. L'équipe de Ma proposa donc une alternative mieux adaptée. Ils n'avaient peut-être pas inventé quelque chose de radicalement nouveau, mais ils savaient adapter la technologie aux besoins locaux. Résultat, OICQ attire rapidement des milliers, puis des millions d'utilisateurs. Mais ce succès fulgurant leur apporte 2 problèmes majeurs. Premier problème, les serveurs n'arrivaient plus à suivre l'explosion du nombre d'utilisateurs. Deuxième problème, encore plus grave, AOL, propriétaire d'ICQ, menaçait de les poursuivre en justice à cause du nom trop similaire. Tencent n'avait pas les moyens de se défendre. Alors, plutôt que de se battre, ils décidèrent de rebaptiser leur service, QQ, un nom qui deviendra l'une des marques les plus connues de toute la Chine. Mais une question essentielle restait en suspens. Comment transformer tous ces utilisateurs en revenus? En l'an 2000, malgré des millions d'utilisateurs, Tencent est au bord de la faillite. Il ne reste que 3 mois de trésorerie. Ma garde cette information pour lui,
ne dit rien à la majorité des employés. Ils restent calmes, tout en cherchant désespérément des solutions. Ils expérimentent plusieurs pistes, publicité en ligne, abonnement, options premium. Mais les résultats sont maigres. À cette époque, les internautes chinois ne sont pas habitués à payer pour des services en ligne. Et la publicité digitale n'en est qu'à ses débuts. Cette crise révèle une autre facette du leadership de Ma. Là où beaucoup auraient abandonné le projet ou vendu l'entreprise, lui persévère. Il croit fermement en l'avenir de QQ. Il est prêt à changer le modèle économique, mais pas le produit lui-même. L'équipe optimise les serveurs, améliore l'expérience utilisateur et cherche tous les moyens de réduire les coûts. Ils travaillent en petits groupes, dans des conditions difficiles, mais sans jamais abandonner. Ce moment critique forge une méthode de gestion qui définira Tencent pour les années à venir. Et alors que tout semblait perdu, Ma décroche enfin une réunion décisive. Début 2000, il présente Tencent à 2 investisseurs, IDG Capital et PCCW. Il leur montre la base d'utilisateurs gigantesque et son immense potentiel. Malgré l'éclatement imminent de la bulle Internet, les deux fonds acceptent d'investir 2,2 millions de dollars pour 40% de l'entreprise. Tencent est sauvé, in extremis. Avec cet argent frais, Tencent respire. Mais une question persiste. Comment, concrètement, faire de l'argent avec tous ces utilisateurs? La méthode américaine, vendre des bannières publicitaires, ne suffit pas. Elle rapporte des miettes alors qu'il leur faut des millions. Ma et son équipe observent attentivement le comportement de leurs jeunes utilisateurs sur QQ et découvrent quelque chose d'inattendu. Contrairement aux internautes occidentaux, qui utilisent la messagerie comme un simple outil, les jeunes Chinois tissent des liens émotionnels très forts avec QQ. Pour beaucoup d'adolescents, c'est plus qu'une application. C'est leur espace social principal, dans un pays où les lieux de rencontre sont rares. Leur identité en ligne est intimement liée à leur compte QQ. Et c'est là qu'une idée révolutionnaire émerge, grâce à un pingouin. Le pingouin, mascotte de QQ, représente chaque utilisateur sur la plateforme. Beaucoup se plaignent de ne pas pouvoir personnaliser leur avatar. Un détail? Pas pour Ma. Là où les autres n'auraient rien vu, lui perçoit une opportunité. Et si les utilisateurs pouvaient acheter des vêtements virtuels pour habiller leur pingouin? En 2002, Tencent commence à vendre des biens virtuels, des objets numériques qui coûtent presque rien à produire, mais qui ont une véritable valeur sociale au sein de la plateforme. Pour quelques yuans, les jeunes peuvent offrir à leur pingouin une tenue originale, rare ou stylée. La réaction est immédiate. Un étudiant dépense même tout son argent de poche du mois pour un accessoire unique, juste pour impressionner ses amis. Très vite, les jeunes se ruent sur ces objets numériques, qui deviennent de véritables symboles de statut. Ce modèle fonctionne comme l'art de collection. La valeur ne vient pas du coût de fabrication, mais du prestige social. Et contrairement aux produits physiques, chaque objet virtuel peut être vendu à l'infini, sans coût supplémentaire. Les marges sont colossales, parfois supérieures à 90%. Fort de ce succès, Tencent introduit aussi des cadeaux numériques. Fleurs, chocolat, petits symboles d'amitié. À la Saint-Valentin, des millions de roses virtuelles s'échangent, chacune générant des revenus pour Tencent. Puis vient le système de comptes VIP. Les comptes QQ de base restent gratuits, mais un abonnement mensuel permet d'accéder à des objets exclusifs et à des fonctions avancées. Résultat, un flux de revenus régulier, tout en préservant la rareté de certains biens numériques. Dès 2003, cette économie virtuelle rapporte des millions à Tencent. Alors que les géants américains peinent à se relever du krach des dot-com, la société de Ponyma vient de découvrir une mine d'or, invisible pour la plupart de ses concurrents. Tencent a désormais de l'argent. Mais Ponyma le sait, un seul produit, aussi populaire soit-il, ne suffit pas à bâtir un empire. Alors pourquoi une entreprise solidement installée dans la messagerie en ligne, avec des centaines de millions d'utilisateurs fidèles, se lancerait-elle soudainement dans les jeux vidéo? Un domaine qu'elle ne maîtrise pas, déjà dominé par de puissants concurrents. En 2003, Ma fait face à un choix stratégique majeur. QQ offre à Tencent une position exceptionnelle, mais l'histoire de la tech est remplie de sociétés qui n'ont jamais su dépasser leur premier succès. Et comme il le dira lui-même lors d'un rare entretien, nous devions devenir plus que de simples messages. Le comportement des utilisateurs évolue. Ils veulent plus qu'un simple chat. Ils veulent du divertissement. Plutôt que de créer ses propres jeux, ce qui coûterait cher et prendrait du temps, Tencent opte pour une stratégie plus rapide. Acheter les droits de jeux populaires développés en Corée du Sud. Les critiques ne tardent pas. Certains accusent Tencent de manquer d'originalité, de simplement copier les idées des autres. Mais Ponyma n'est pas là pour recevoir des prix d'innovation. Il veut construire un écosystème solide. Et le vrai coup de génie ne réside pas dans les jeux eux-mêmes, mais dans la manière dont Tencent les propose.
Chaque utilisateur de QQ devient automatiquement un joueur potentiel. Aucun téléchargement supplémentaire, aucun compte à créer. Une transition fluide, naturelle. Pendant que d'autres entreprises dépensent des fortunes en marketing pour attirer de nouveaux joueurs, Tencent n'a pratiquement rien à dépenser. Ses futurs clients sont déjà là. En 2003, Tencent lance QQ Fantasy, un jeu léger qui va poser les bases de son succès dans le gaming. En liant le jeu au profil et au groupe d'amis déjà existants sur QQ, l'expérience devient collective. Un joueur raconte « J'ai commencé parce que tout mon groupe de discussion jouait déjà ». Rapidement, les soirées entre amis s'organisent autour des activités de guilde. Le jeu n'est plus un simple passe-temps solitaire, c'est un espace social, et l'argent suit. Les revenus issus du gaming s'ajoutent à ceux des biens virtuels, offrant à Tencent une diversification précieuse et une protection contre les aléas du marché. Mais plus encore, les jeux augmentent l'engagement. Les utilisateurs passent plus de temps dans l'univers Tencent, et c'est ce temps que la société monétise. En 2004, Tencent entre en bourse à Hong Kong. L'opération rapporte 200 millions de dollars. Un succès d'autant plus remarquable que, du côté occidental, les entreprises tech se remettent à peine de l'éclatement de la bulle Internet. Cet argent donne à Ponyma les moyens d'étendre ses activités, tout en restant fidèle à sa méthode, avancer prudemment, étape par étape. Comme l'explique Martin Lau, devenu plus tard président de Tencent, nous faisons de nombreux petits investissements, nous apprenons de chacun d'eux, et nous construisons notre savoir-faire petit à petit. C'est ainsi que Tencent commence à acheter des parts dans de petits studios de jeux à travers l'Asie. Ces investissements stratégiques permettent à l'entreprise de nouer des relations exclusives avec les développeurs, et plus tard, de procéder à des rachats complets. En 2007, Tencent crée enfin son propre studio de développement. Le premier jeu entièrement conçu en interne, Dungeon & Fighter, devient un immense succès en Chine. Un an plus tard, en 2008, Tencent prend une participation majoritaire dans Riot Games, le studio à l'origine de League of Legends. 3 ans plus tard, l'acquisition est finalisée pour environ 400 millions de dollars. Un montant qui, avec le recul, paraît presque dérisoire, tant League of Legends deviendra un phénomène mondial, réunissant plus de 100 millions de joueurs actifs chaque mois. La scène est mythique. Un dernier coup porté, un héros projeté contre un mur, une victoire spectaculaire. Pour Tencent, c'est bien plus qu'un jeu. C'est la confirmation que l'entreprise n'est plus simplement un acteur local, mais un géant mondial du divertissement numérique. Mais alors que tout semble les propulser vers l'invincibilité, un nouveau défi s'annonce. En 2010, Tencent semble inarrêtable. Les revenus issus du jeu vidéo sont solides, mais un danger se profile, insidieux. Les smartphones bouleversent tout. Les utilisateurs délaissent rapidement les formats desktop. Des applications comme Kik ou WhatsApp gagnent des millions d'utilisateurs à une vitesse fulgurante. Tencent observe cette évolution avec inquiétude. Si la transition vers le mobile échoue, tout l'univers construit autour de QQ pourrait s'effondrer. Il en va de la survie de l'entreprise. Une petite équipe interne tire la sonnette d'alarme. Elle présente la situation à Ponyma, qui comprend immédiatement l'enjeu. Il réagit sans attendre. Il valide un nouveau projet baptisé Weixin, porté par un jeune chef de produit discret mais visionnaire, Allen Zhang, arrivé chez Tencent après une acquisition. Zhang reçoit une liberté totale, mais avec un délai très court, seulement quelques mois pour créer une application de messagerie mobile. Et surtout, pas question de simplement adapter QQ. Weixin doit être pensé dès le départ pour le smartphone. Cette indépendance sera cruciale. Elle permet de réinventer la messagerie mobile au lieu d'essayer de coller les vieux modèles d'ordinateur sur un nouveau support. Le 21 janvier 2011, sans grand bruit, la première version de Weixin est lancée. À l'époque, elle ne propose que des messages textes et le partage de photos. Certains cadres s'interrogent. Pourquoi concurrencer notre propre produit, QQ Mobile? Mais Allen Zhang et Ponyma voient plus loin. Là où Facebook, par exemple, multiplie les applications pour chaque fonction, eux imaginent une seule plateforme, complète. Un lieu numérique où l'on pourrait tout faire. Un tournant décisif arrive en mai 2011 avec l'introduction des messages vocaux. En mai 2011, WeChat introduit une fonction qui va tout changer, les messages vocaux. Une révolution en Chine, car taper des milliers de caractères chinois sur un petit clavier tactile est fastidieux. Le message audio, lui, permet de parler naturellement, d'un simple geste. L'adoption est immédiate, notamment chez les utilisateurs plus âgés. En quelques mois, les villes chinoises se remplissent de scènes familières. Des gens parlent brièvement à leur téléphone, puis écoutent la réponse. Une nouvelle forme de communication naît, et les chiffres suivent. En août 2012, WeChat franchit la barre des 100 millions d'utilisateurs. La vision risquée de Ponyma est désormais validée.
Mais le plus grand changement arrive en 2013. Cette année-là, WeChat cesse d'être une simple messagerie pour devenir une plateforme de vie. Deux innovations majeures en sont à l'origine. La première, les comptes officiels. Les entreprises, les médias, mais aussi les administrations peuvent désormais s'installer sur WeChat. Ce qui était autrefois une application de personne à personne devient un véritable espace de contenu. La deuxième innovation est encore plus puissante. Pendant le Nouvel An chinois 2013, WeChat lance les enveloppes rouges numériques, les Hongbao. Ce geste ancestral, offrir de l'argent dans une enveloppe rouge pendant les fêtes, est soudainement propulsé dans l'ère numérique. Le succès est fulgurant. 8 millions d'utilisateurs s'échangent plus de 400 millions d'enveloppes en quelques jours. En liant leur compte bancaire à WeChat, les utilisateurs transforment une tradition culturelle en système de paiement instantané. C'est ainsi que naît WeChat Pay. Ce service, qui commence par de simples transferts entre proches, va devenir un pilier du quotidien. Dès 2014, tout s'accélère. Désormais, on peut payer à peu près n'importe quoi avec son téléphone. Il suffit de scanner un QR code. Pas besoin de carte bancaire, pas besoin de monnaie. Un chauffeur de taxi à Pékin résume cette révolution en une phrase. Il y a 5 ans, tout le monde payait en espèces. Aujourd'hui, je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on m'a tendu un billet. WeChat devient une véritable infrastructure, un nouveau système d'exploitation pour la vie quotidienne en Chine. Tout passe par l'application. Commander un taxi, prendre rendez-vous chez le médecin, régler ses factures, acheter à manger, réserver une séance de cinéma ou même investir. Vu de l'Occident, WeChat semble être une fusion improbable de Facebook, WhatsApp, Venmo, Uber, Amazon et Instagram. Mais cette comparaison est trompeuse. Car WeChat n'est pas une simple juxtaposition de services. C'est un écosystème intégré, pensé dès le départ pour que chaque fonction renforce les autres. En Chine, on vit littéralement dans WeChat. C'est un espace numérique où se concentrent communication, services, consommation et vie sociale. Et ce modèle fascine. En 2017, alors que WeChat approche du milliard d'utilisateurs et que les jeux Tencent s'imposent partout, une question commence à émerger. Jusqu'où une entreprise privée peut-elle contrôler la vie numérique de centaines de millions de citoyens chinois? Le premier avertissement survient cette même année. Le quotidien du peuple, le journal officiel du Parti communiste chinois, s'attaque frontalement au jeu phare de Tencent, Honor of Kings. Le journal le qualifie de poison, un jeu qui rendrait les jeunes accros. Résultat immédiat, Tencent perd 14 milliards de dollars de valorisation en quelques heures. Le message est clair. Même le plus puissant des géants technologiques chinois ne prospère qu'avec la bénédiction de l'État. La réponse de Tencent est rapide et habile. L'entreprise instaure immédiatement des limites. Les enfants de moins de 12 ans ne peuvent jouer qu'1 heure par jour. Les adolescents, 2 heures. Une régulation volontaire avant toute intervention du gouvernement. Ponima adopte une posture pragmatique. Son objectif, apaiser les tensions avant qu'elles ne se transforment en ordres officiels. Mais la pression s'intensifie. En 2018, la situation prend une autre tournure. Pékin gèle l'approbation de tous les nouveaux jeux vidéo à l'échelle nationale. Et en Chine, sans autorisation officielle, impossible de commercialiser un jeu. Et donc, impossible de générer des revenus. Pendant 9 mois, Tencent se retrouve bloqué. L'entreprise a des titres prêts à sortir, mais ne peut rien en faire. L'impact est colossal. Elle perd plus de 200 milliards de dollars en valeur boursière et enregistre sa première chute de bénéfices en près de 13 ans. Le président Xi Jinping s'inquiète personnellement. Addiction aux jeux, myopie des enfants, ce qui aurait pu rester un simple sujet de régulation devient une affaire nationale. Face à cette situation, Ponima choisit de s'adapter plutôt que de résister. Dès 2019, Tencent met en place un système radical. Chaque compte joueur est lié à une carte d'identité nationale. Le temps de jeu est automatiquement limité en fonction de l'âge. Les enfants ne peuvent plus jouer entre 22 h et 8 h, et leur capacité de dépense est strictement encadrée. Ainsi, lorsque les autorités publient leurs règles officielles de lutte contre l'addiction en 2021, Tencent les applique déjà. Une stratégie d'anticipation. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Alors que la pression s'accroît sur les contenus en ligne, Tencent prend une autre décision majeure. Renforcer massivement son contrôle interne. L'entreprise recrute des milliers de modérateurs et développe des systèmes d'intelligence artificielle capables de détecter et filtrer automatiquement les contenus problématiques. En 2020, Tencent emploie plus de 10 000 personnes rien que pour la modération de contenu. Un investissement colossal, mais jugé indispensable pour éviter toute sanction gouvernementale. En parallèle, la société s'attache à soigner son image publique. Lors de la session 2018 de l'Assemblée nationale populaire,
Ponyma insiste sur les efforts de Tencent dans l'intelligence artificielle et la recherche sur les semi-conducteurs, deux domaines en parfaite adéquation avec les priorités stratégiques de l'État chinois. En interne, la direction adopte une nouvelle posture, celle d'un assistant numérique du gouvernement et non d'un acteur indépendant. Le style personnel de Ma renforce cette orientation. Contrairement à Jack Ma, qui avait ouvertement critiqué les régulateurs financiers en 2020 et s'était attiré la foudre des autorités, Ponyma reste discret. Il s'exprime rarement, et lorsqu'il le fait, il parle technologie, jamais politique. Et lorsque les autorités chinoises lancent leur grande campagne de régulation contre les géants du numérique en 2021, Tencent est l'un des rares à encaisser le choc sans trembler. Face aux critiques croissantes sur les inégalités de richesse, Tencent choisit encore une fois l'anticipation. En réponse aux appels du président Xi à la prospérité commune, l'entreprise annonce un engagement massif. 7,7 milliards de dollars seront consacrés à des projets sociaux. Elle accepte aussi les nouvelles règles sur les jeux vidéo. Les mineurs ne peuvent jouer que 3 heures par semaine. Une restriction stricte, mais que Tencent adopte sans résistance, se positionnant comme un partenaire du gouvernement dans la lutte contre les problèmes sociaux. Un haut responsable de l'entreprise résume clairement la stratégie. Se conformer, ce n'est pas juste une obligation. C'est une occasion de construire la confiance, à la fois avec les utilisateurs et avec les autorités. Et ce qui frappe désormais, c'est à quel point l'image de Tencent a changé. Pendant des années, on l'a accusé de simplement copier les idées des autres. Aujourd'hui, c'est l'une des entreprises les plus innovantes du monde. L'histoire de Tencent prouve une chose essentielle. L'innovation ne consiste pas toujours à être le premier, mais à bâtir quelque chose de meilleur. Pendant des années, les experts occidentaux ont réduit Tencent à un simple imitateur. Ils se moquaient de QQ, sans voir que l'entreprise était en train de dépasser tous ses modèles, en taille comme en fonctionnalité. Aujourd'hui, c'est l'Occident qui copie. Facebook transforme WhatsApp et Instagram pour en faire des plateformes tout en un, inspirées du modèle WeChat. La fonction Stories de Snapchat? WeChat l'avait déjà. Les apps clips d'Apple et les Instant Apps de Google? Des déclinaisons tardives des mini-programmes de WeChat. Le sens du vent a changé, et ce basculement ne s'est pas fait par hasard. Tencent a construit un véritable radar mondial de l'innovation, grâce à ses investissements dans plus de 800 entreprises à travers le monde, dont Epic Games, Spotify, Tesla ou encore Snap. Ces participations offrent bien plus que des profits. Elles donnent à Tencent une visibilité stratégique sur les technologies émergentes, les nouveaux modèles économiques et les tendances de demain. Dans le jeu vidéo, ses participations dans Epic Games, Riot Games, Supercell et bien d'autres studios lui permettent de repérer les évolutions avant tout le monde. Ces laboratoires d'intelligence artificielle rivalisent avec ceux de la Silicon Valley. Ils avancent sur des sujets majeurs comme le machine learning, la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale ou encore le traitement automatique du langage. Le laboratoire X de Tencent explore quant à lui le lien entre intelligence artificielle et robotique, et leurs recherches ne restent pas dans l'ombre. Elles font avancer tout un secteur. Dans les domaines où la Chine était autrefois en retard, Tencent a pris de l'avance. Avec Tencent Cloud, présent dans 70 zones de disponibilité réparties sur 26 régions dans 5 continents, l'entreprise devient un acteur incontournable en Asie et se développe rapidement en Europe et en Amérique du Nord, en misant sur des niches sectorielles bien ciblées. Ces technologies de reconnaissance faciale atteignent une précision de 99,8% dans des conditions idéales. Ces algorithmes de vision par ordinateur servent aussi bien à diagnostiquer des maladies qu'à gérer le trafic urbain. Et avec les mini-programmes WeChat, Tencent a inventé un modèle de plateforme dans la plateforme, adopté aujourd'hui par plus de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque jour et copié par les géants américains. Mais l'innovation de Tencent ne se limite pas au grand public. Dans les villes chinoises, ces technologies de Smart City gèrent la circulation, la sécurité, l'environnement. Et ces solutions commencent à s'exporter en Asie du Sud-Est et même en Afrique. D'un suiveur discret, Tencent est devenu un leader mondial, un acteur qui bouscule nos certitudes sur l'innovation, sa provenance et son avenir. Comme l'a récemment admis un investisseur de la Silicon Valley, aujourd'hui, on regarde ce que fait Tencent pour savoir où va la technologie.